Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette rencontre avec Ariel Kirou. Cette rencontre est organisée dans le cadre du Printemps des Sciences par la BILA, la Bibliothèque des littératures d'aventure, par la Maison des sciences de l'homme de l'Université de Liège et par Réjouissciences. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite indication pratique. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez utiliser le chat ou bien nous les envoyer par email à l'adresse science@uliage.be. Attention, science est au pluriel. Alors, je voudrais également remercier très chaleureusement Ariel Kirou d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, merci Ariel Kirou, merci Amandine. Donc voilà, je vais commencer simplement par une petite présentation de votre parcours et de votre livre. Donc Ariel Kirou, vous êtes journaliste et écrivain. Vous vous intéressez à de nombreux sujets. On ne va pas tous passer en revue ici, mais on va citer quelques-uns. Par exemple, la musique électronique. Vous avez écrit Techno Rebelle, un siècle de musique électronique chez De Noël en 2002. Vous vous intéressez également à la culture numérique et la révolution qu'elle induit. Vous avez écrit par exemple donc, Révolution du net, ces anonymes qui changent le monde chez Inculte en 2012. Et plus largement, vous vous intéressez aux métamorphoses de nos sociétés. Vous avez écrit De l'emploi est mort, vive le travail avec Bernard Stiegler. Et également, Ceci n'est pas un blasphème, la trahison des images de caricatures de Mahomet à l'hypercapitalisme, en collaboration avec Mounir Fatmi en 2015. Donc, soucieux des enjeux contemporains, votre approche philosophique et politique, qu'on peut qualifier de technocritique, se nourrit de fiction et notamment de science-fiction. Vous êtes ainsi un spécialiste de l'œuvre de Philippe Cadic, à laquelle vous avez consacré un abécédaire, Abécédique, nous vivons dans les mots d'un écrivain de science-fiction, publié en 2009 et qui sera réédité à la rentrée prochaine. Mais votre intérêt pour ce genre ne se limite pas à l'auteur de Ubik, puisque vous avez également publié Google God, Big Brother n'existe pas, il est partout en 2010 chez Inculte, ou encore Paranofiction, traité de savoir-vivre pour une époque de science-fiction, publié en 2007. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernier essai, une somme magistrale de près de 600 pages interrogeant notre avenir et surtout les imaginaires de notre avenir, qui est intitulé Dans les imaginaires du futur et sous-titré Entre fin du monde, IA, virus et exploration spatiale. Il est disponible aux éditions ActuSF depuis octobre dernier. Et donc dans ce remarquable essai, vous proposez, et là je cite vos mots, de considérer les séries TV, les films de cinéma, les BD, les romans et les nouvelles de science-fiction comme une extraordinaire source de savoir et de pistes pour comprendre les impasses actuelles de l'écologie et du tout numérique, puis tenter d'entrouvrir les voies alternatives pour demain. Donc sur la base de ce corpus, vous vous engagez dans une démarche à la fois analytique et critique qui vise à sortir de ce que vous estimez être les deux imaginaires du futur dominant, à savoir la démesure technologique, qui est par exemple représentée par quelques inévitables figures du capitalisme technologique comme Elon Musk ou Jeff Bezos, que vous n'épargnez pas d'ailleurs dans votre essai, et l'apocalypse environnementale, qui, elle, est bien représentée par le succès grandissant de ce qu'on appelle la collapsologie. Donc vous estimez toujours que ces deux visions du futur, loin de s'opposer, se conjuguent pour boucher notre avenir, nous sidérer et nous rendre impuissants. Une impuissance qui empêche non seulement d'envisager un autre futur, une voie alternative à la logique économique extractiviste et capitaliste, mais nous empêche également de nous mettre en action pour provoquer cette bifurcation. Donc sans nier le risque que tout se passe malgré tout, comme annoncé par les pouvoirs dominants, vous affirmez que le futur n'est pas déjà écrit, qu'il est riche de multiples potentialités. Donc la science-fiction, par son inépuisable diversité, nous montre ses chemins de traverse. Et pour reprendre une expression chère à l'auteur Alain Damasio, qui a écrit la volte-face de votre essai, la science-fiction est susceptible de nous pré-empuissanter. Donc voilà pour la présentation, j'espère qu'elle vous convient. Première question peut-être pour lancer le débat, avant tout et en guise d'introduction. Donc qu'est-ce que l'imaginaire et en quoi est-il à vos yeux si important dans les luttes sociales et politiques? Et quels sont les liens entre fiction et imaginaire? Ok, alors on y va. Déjà, la définition de Wikipédia du mot imaginaire, en fait, des fois, il faut venir à des sources très simples, en fait, pour essayer de comprendre de quoi on parle. Je cite, l'imaginaire, c'est le fruit de l'imagination d'un individu, d'un groupe ou d'une société, voilà, produisant des images, des représentations, des récits ou des mythes. Je pense que ces 4 mots sont très importants,
On voit bien d'abord individu, groupe ou société, image, on parle de imaginaire, donc ce sont des images, on est dans l'ordre du sensible, on est dans l'ordre des histoires, des représentations, donc des visions du monde, des récits ou des mythes. Et les mythes qui peuvent être réinventés, effectivement, en l'occurrence, notamment, par exemple, par la science-fiction, plus ou moins détachés de ce qu'il est d'usage de définir comme la réalité. Donc déjà, voilà. Voilà déjà la définition qu'on pourrait donner de ce que sont les imaginaires. Si on essaye d'entrer un tout petit peu plus dans le détail, au fond, finalement, et de justifier, de commencer à répondre à cette question sur pourquoi l'imaginaire est aujourd'hui très important, à mon sens, avant de passer sur le lien entre fiction et imaginaire, pourquoi c'est important? C'est important parce que lorsque l'école fait son travail, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas simplement une usine à compétition. Et lorsque je parle de l'école, je vais de la crèche jusqu'aux universités. L'école, bon, elle apprend à lire, elle apprend les bases de la connaissance, et elle se donne normalement comme objectif, une nouvelle fois quand ça fonctionne, de nous apprendre l'esprit critique, hein, c'est-à-dire on nous apprend à raisonner, à argumenter. Elle est entre autres faite pour ça. En revanche, il m'a toujours semblé qu'il y avait un manque, c'est-à-dire que il me semble que pour transformer le monde, les logiques de métamorphose, de transformation, mais de réflexion aussi, doivent, à mon sens, s'appuyer à la fois sur la raison, qui est tout à fait indispensable, mais aussi sur les images, le sensible, les imaginaires. Or, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que les grandes puissances du capitalisme, les GAFAM en particulier, Google, Apple, Facebook, Amazon, mais beaucoup plus largement, hein, il suffit de s'intéresser à la publicité, au marketing, utilisent, s'emparent des imaginaires depuis bien longtemps, quelque part, sans forcément l'affirmer. Et les imaginaires donc des GAFAM, de Google, Apple, Facebook, Amazon, même si on ne les voit pas, même si on ne les ressent pas, sont excessivement forts. Le travail sur les imaginaires, et pas simplement sur les marques, hein, Google assume une influence de 2001, ou ne le dit pas forcément, de Blade Runner, en tout cas Andy Rubin, qui était l'un de ses grands bonshommes, qui a inventé le système d'exploitation Android, hein, donc de Google. Les GAFAM se nourrissent d'imaginaire. Le marketing se nourrit d'imaginaire, la publicité se nourrit d'imaginaire. Or, nous sommes mal préparés à cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'analyse des imaginaires, à mon avis, est beaucoup moins étoffée que l'analyse rationnelle par exemple, de la raison utilitaire des produits et des marques. Donc, il m'a très vite semblé, moi, étant né dans un monde d'imaginaire, dans un monde de fiction, avec mon père qui était proche du groupe surréaliste, et j'ai pris un bouquin de Philippe Cadic lorsque j'avais 13 ans, après avoir pris Martien Gaume de Frédéric Brown, avec des petits martiens verts. Moi, qui suis né dans le monde des imaginaires, quand je suis entré dans le monde de la pensée et des idées, en étant très proche de gens comme Bernard Stiegler, Jean Baudrillard auparavant et quelques autres, j'ai réalisé tout simplement qu'il y avait là une faille, voilà, et que l'analyse des imaginaires et la capacité pour nous à créer des contre-fictions contre les fictions dominantes était quelque chose d'un point de vue social et politique absolument majeur. Voilà. Donc voilà, en quelques mots, pourquoi, à mon sens, le travail sur les imaginaires est absolument essentiel. Le deuxième point, sur la question des fictions. Au fond, on l'a vu dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, donc de ce qu'est un imaginaire. La fiction, au fond, est une partie, est un des éléments potentiels de nos imaginaires. L'avantage de la fiction, qu'elle se donne comme fiction ou qu'elle ne se donne pas comme fiction, hein, dans le mot fiction, il y a deux données. Il y a la logique du fait imaginé, qui serait le contraire à la réalité, et puis il y a la logique tout simplement de la création de l'imagination. Et le fait imaginé devient de plus en plus proche parfois avec les false news et beaucoup d'autres, les folk news comme on dit, hein, les fausses nouvelles. Mais la rumeur, il fut un temps à l'époque d'Edgar Morin. Donc les faits imaginés, on voit bien que c'est pas toujours facile de les différencier des faits dits réels. Bon, mais le paradoxe, c'est que les créations de l'imagination, les œuvres de l'imagination, à mon sens, elles peuvent avoir une fonction très très forte et très puissante, opérationnel en quelque sorte, pour éclairer, pour nous dessiller le regard par rapport à la réalité et pour nous éclairer ce monde qui est un monde de fiction, qui est un monde à la fois réel et qui est un monde dans lequel on vit au milieu en quelque sorte donc de fiction. Et donc la fiction, à mon sens, et l'œuvre de fiction en particulier, nous projette potentiellement, si c'est des fictions du futur, dans un monde alternatif qui pourrait advenir,
et qui le fait au filtre de l'humain, pas au filtre d'un produit marketing, eh bien, à mon sens, ça nous permet de voir notre réel différemment et de nous projeter. C'est comme des exercices de pensée. C'est ce que Yannick Rompala appelle des prototopies. Hein, c'est comme des prototypes de futurs possibles, de mondes alternatifs possibles. Et donc, cette fiction, la fiction, que ce soit pour nous asservir ou potentiellement pour nous émanciper, elle a une dimension opérationnelle, une dimension créatrice, une dimension de l'ordre de l'orientation, qui en fait, on va dire, qui lui donne une spécificité par rapport, on va dire, à ce vaste champ des imaginaires qui sont à la fois tournés vers l'hier, vers le demain, avec des mythes qui sont sans cesse réinventés, notamment par la science-fiction. Mais un paradoxe quand même, et je finirai cette première partie là-dessus, avec un paradoxe qui est à mon sens assez intéressant, et il faut y réfléchir. Moi, je donne une date qui est subjective, hein, qui est peut-être pas la bonne, qui est celle de 1818, qui est l'apparition de Frankenstein de Mary Shelley. Et pour moi, c'est mon moment à moi symbolique, en tout cas, de ce moment où ce qui auparavant appartenait purement et simplement, essentiellement aux imaginaires religieux, et aux imaginaires religieux, donc essentiellement des religions monothéistes, hein, il y a l'Arche de Noé, la destruction du monde ou la création de la vie, c'était très puissant dans la tête de tout un chacun, mais c'était quelque chose qui appartenait à une autre dimension du réel. Et il y a eu une transformation au fur et à mesure du temps assez extraordinaire avec la science et la technoscience, avec Hiroshima, qui nous a montré qu'on était capable de détruire le monde, et avec aujourd'hui le clonage, la brebis Dolly ou des tas d'autres éléments du présent, où, que ce soit un leurre ou une réalité, on vit dans un monde où ce qui était auparavant de l'ordre du fantasme, on va dire, ou de l'imaginaire religieux, est quelque chose dont beaucoup de contemporains pensent que cela peut se réaliser. Voilà. Et c'est vrai qu'Hiroshima, en tout cas en ce qui concerne la destruction du monde, nous a montré notre extraordinaire capacité de destruction. Hein. Donc ces mythes-là, ces fictions-là, elles rentrent dans notre réel, non seulement par le biais du marketing, de la pub, de tous ceux qui manipulent en quelque sorte nos imaginaires, de manière plus ou moins dite, mais tout simplement aussi parce que par ce biais des techniques, l'évolution des techniques, des technologies, on est de plus en plus capable d'intervenir sur l'humain, sur la planète, pas forcément à bon escient. Voilà. Merci. Alors justement, voilà, l'écho. Justement, à propos de ces imaginaires et de cette emprise ou de cette des mesures technologiques, hein, je crois qu'on va y revenir, vous classez, vous dites qu'on serait aujourd'hui dominé par deux grands imaginaires, en fait, qu'il y aurait d'un côté cette espèce de frénésie technologique qui serait l'abolition de toutes les limites, ou au contraire, cette espèce d'apocalypse environnementale qui nous contraindrait à un repli, à un retour aux limites. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement en quoi, ce que recouvrent ces imaginaires et pourquoi ils sont, à vos yeux, des impasses et quelles sont, et s'il y a des alternatives? Alors, il est évident qu'il y a bien évidemment dans notre quotidien beaucoup d'imaginaires qui nous traversent, un petit, voilà, et qui nous traversent et que l'on transforme, avec lesquels on peut jouer, etc. Donc effectivement, les deux imaginaires qui sont le cœur de mon essai sont ces deux imaginaires que vous venez de citer. Hein, donc c'est vrai que je ne parle pas, j'aurais pu parler par exemple des imaginaires de la sexualité, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Bon. Donc pourquoi est-ce que je parle et pourquoi est-ce que je me suis focalisé sur ces deux imaginaires-là, en fait, hein. Les imaginaires de la sexualité, eux aussi, ils se réinventent aujourd'hui, hein, avec les logiques transgenres et tout le reste. Hein. Donc, et selon d'ailleurs le même registre, c'est-à-dire que les deux questions de ces deux imaginaires dominants, à savoir notre rapport à la planète, l'écologie, et notre rapport à la technologie, en fait, à notre transformation de nous-mêmes, tout simplement, elle est présente aussi dans les imaginaires sexuels, amoureux, les imaginaires qui sont au cœur même de nos relations. Donc c'est vrai que lorsqu'on fait un essai, moi ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de me focaliser et d'essayer de partir de ces deux imaginaires qui pour moi ont l'avantage d'être deux imaginaires de société, en quelque sorte, hein, et ces deux imaginaires de transformation de société. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'effectivement, d'un côté, ça c'est mon côté technocritique, l'imaginaire des technologies avec une présence au quotidien via l'outil par exemple qu'on utilise. Là, on n'est pas sur Zoom, mais c'est pareil, hein, on est via les ordinateurs, peut-être que d'autres sont via un smartphone. On voit bien aujourd'hui que ces technologies, alors on n'est pas encore dans la téléportation, même si la physique quantique pourrait permettre un petit... Hein, il y a le mot téléportation dans la physique quantique, c'est assez étrange. Mais voilà, bon. Mais en tout cas, l'imaginaire technologique, le premier de ces deux imaginaires,
est un imaginaire effectivement qui est très, très fort, très prégnant, et l'imaginaire transhumaniste, hein, qui nous prédit en 2045 que les machines vont être plus intelligentes que nous, elles vont nous dépasser, et qui nous dit que si on ne fusionne pas avec elles, en tout cas une partie de cet imaginaire-là, on va être dépassé, et il y aura une extinction de l'espèce humaine. Il y a un imaginaire technologique qui est partout présent. Il y a sa version, on va dire, la plus puissante, la plus extrême, la plus radicale, qui est celle donc du transhumanisme, hein, de cette idée donc de machines qui pourraient être potentiellement intelligentes, et de cette capacité dans cet imaginaire-là qu'on aurait à vraiment transformer en profondeur l'humain. En fait, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la logique des mythes, hein, et de la façon dont ce qui auparavant appartenait à la religion finalement donne le sentiment d'entrer dans de devenir séculier en fait, hein, en ce qui concerne la création, la capacité de transformation de l'humain, qui auparavant était, en tout cas pour beaucoup, et qu'il est encore pour beaucoup de gens, quelque chose qui est de l'ordre du divin, hein, qui n'est pas de l'ordre de l'humain en fait, hein, de transformer l'humain, de le changer ou de donner la vie, c'est pas quelque chose que l'humain serait censé faire. Eh bien, dans ce monde des technologies, des nouvelles technologies au sens large, c'est-à-dire il y a le numérique, il y a aussi les biotechnologies, hein, il y a la géo-ingénierie, donc toutes ces technologies-là, en fait, les nanotechnologies, on voit bien en fait que, notamment aux États-Unis, mais ailleurs aussi bien souvent, en Chine, par exemple, au fond, on voit bien que cet imaginaire-là, même s'il n'est pas forcément toujours assumé ouvertement, par exemple, par Mark Zuckerberg de Facebook, on voit bien qu'il fait partie de son contexte, son univers, que c'est un moteur, c'est un carburant. Et ce qu'il y a derrière ce carburant, c'est l'idée, Elon Musk en parlait, de faire de nous des super-héros, à mon sens un peu ridicule, de donner des super-pouvoirs, hein, et on est vraiment dans l'idée d'un individu égoïste qui va, en quelque sorte, transformer son quotidien, se transformer lui-même à sa main, sans aucune considération pour l'ensemble de l'environnement qui est autour, parce qu'effectivement, sa limite, sa liberté est absolue et lui permet de tout faire. Donc voilà le premier de ces imaginaires qui, effectivement, est excessivement bloquant, parce que dans ce cas-là, on n'a plus qu'à laisser les clés du camion aux technologies, il n'y a plus de politique, tout disparaît, et puis nous, je ne sais pas trop ce qu'on va faire et devenir, et c'est vrai que je l'ai analysé, notamment via Bernard Vinge, on voit bien quelque part comment c'est quelque chose qui est construit, en fait, hein, et qui est construit, et bien évidemment aussi que l'abolition des limites, avec ce qu'on sait aujourd'hui de la Terre et de la planète, semble quelque chose voilà, peut-être qu'on peut considérer les limites, mais les déplacer, mais se dire qu'il faut juste les abolir, que tout est possible, cela devient un discours totalement inentendable et qui effectivement est bloquant. Je pense que là-dessus, les choses sont assez claires et assez évidentes. Et donc, avec une différence, bien évidemment. Hein. C'est-à-dire que moi, lorsque je discute avec mes étudiantes, il faut que je leur parle pour qu'elles comprennent qu'il y a un imaginaire dans Google. Elles voient les usages, elles voient qu'il y a une technique qui permet à la chose de fonctionner, mais il faut que je fasse un travail avec des démonstrations, des images, des citations, pour qu'elles se rendent compte qu'il y a un imaginaire très fort et qui est au fond l'imaginaire transhumaniste. Même si tous les ingénieurs ne partagent pas cet imaginaire. Hein. Mais c'est en quelque sorte l'horizon qui est présenté, le moteur, le carburant. La question de l'imaginaire écologique, l'imaginaire de l'apocalypse, en particulier environnemental, est un peu différente. C'est vrai que, j'avoue, peut-être parce que je travaille depuis beaucoup plus longtemps sur les technologies, que l'imaginaire effondriste, un certain type d'imaginaire effondriste, en quelque sorte, en premier abord, me semble plus, j'allais dire le mot sympathique, mais voilà, c'est pas une question de sympathie. Je pense que la question écologique aujourd'hui, elle est quand même, il faut être aveugle pour pas la considérer. Ce qu'a apporté le mouvement collapsologiste, j'ai pas mal de sympathie pour Pablo Servigne qui a écrit ce bouquin donc avec Raphaël Stevens qui est Comment tout peut s'effondrer, donc en 2015. Le bouquin est sorti à ce moment-là. Mais j'avoue qu'il y a quelque chose en fait dans ce mouvement-là qui moi m'a intrigué en quelque sorte. Et ce qui m'a intrigué, d'abord, c'est cette logique de l'annonce. Et j'avoue que j'ai moins je me sens moins proche de la façon dont parle de la catastrophe environnementale potentielle quelqu'un comme Yves Cochet, que, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout, que les thèses, par exemple, de Pablo Servigne ou de Bruno Latour, qui ne s'est jamais dit collapsologiste, en fait. Hein, bon. Mais il me semble aujourd'hui, en fait, que d'abord, cet imaginaire de la catastrophe environnementale est très présent depuis très longtemps dans les imaginaires de science-fiction. Que ce soit dans le cinéma avec Mad Max et beaucoup d'autres exemples, Oblivion, on pourrait citer des tas d'exemples, ou que ce soit dans les littératures, bien évidemment.
S'il le faut, on pourra en parler, hein, on pourra donner, mais ça va jusqu'effectivement aux zombies, hein, c'est un imaginaire catastrophiste. Donc il y a un paradoxe qui est que cet imaginaire de l'apocalypse est ultra présent dans notre culture, dans nos cultures, et notamment dans les cultures de série B, les cultures de science-fiction, les cultures de fantastique. Donc c'est ultra présent, qu'il y a depuis peu cette logique collapsologiste qui radicalise au fond finalement ce que nous disait déjà le rapport Meadows, ce que nous disaient déjà tous les courants écologistes depuis un moment par rapport à l'état de la planète, mais qui va jusqu'à nous dire, c'est les propos notamment de Yves Cochet, que en 2025 ou en 2030 en tout cas, c'est sûr il y aura l'effondrement. Comme si on n'était pas déjà dans quelque chose qui était de l'ordre d'un effondrement. Et comme s'il fallait absolument dater et donner. Et moi, ce qui m'embête énormément, et là où c'est bloquant justement, c'est que nous dire qu'à tel moment il va y avoir un effondrement et nous donner une date, ce que font les transhumanistes par rapport à la fusion nécessaire, ou ce que fait, avec sans doute plus de raison objective, même si je ne crois pas à l'objectivité, certains collapsologistes, ce qu'ils font en me donnant une date et en affirmant une certitude, c'est qu'au fond, ils assassinent le futur. Là où le futur doit rester pluriel, là où plus que jamais aujourd'hui on doit ouvrir les perspectives, ils les ferment. Il n'y a plus d'autre choix, quelque part. C'est-à-dire que d'un côté, on voit bien en quoi le fatalisme du transhumanisme nous bloque, parce que tout serait déjà donné, il suffirait de faire confiance aux technologies, donc l'humain disparaît, et le non-humain, évidemment, disparaît encore plus. La nature, les animaux n'existent pas, en fait, dans cet univers-là. Et de l'autre côté, dans un certain type de collapsologie, celle que je critique est plutôt celle de Pierre Rabhi, ou celle de Yves Cochet, en nous disant que les choses sont comme ça et pas autrement, qu'il y a des limites et qu'il n'y a pas d'autre chose. Je parle aussi du mouvement Limite, des gens de la Manif pour tous, qui font le lien entre la logique de retour à un cosmos fini, un retour sur Terre, et le fait, par exemple, de tout cesser par rapport à la transformation, à la libération des mœurs, la procréation assistée, ce genre de choses. On voit en fait que une certaine frange de ce monde écologiste, de ce monde collapsologiste, qui définit une date, qui pose comme certaine une limite et pas d'autre, et qui pose comme certaine la nécessité de retour en arrière, en plus à une logique identitaire, ou bien à une logique purement régionaliste, et qui en plus va donner une date par rapport à tout ça, au fond, finalement, ça nous bloque. On ne peut rien faire, c'est bloqué, c'est ça, c'est en 2025, c'est l'effondrement, en fait. Là où justement, il me semble que même s'il y a potentiellement, en tout cas, urgence par rapport à la situation de la planète, d'abord, le danger, c'est pas la planète qui va disparaître, c'est nous, potentiellement, qui allons rendre notre monde invivable, en fait, et qui allons devoir pendant 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles nous adapter, changer, transformer, rebondir et faire du mal à beaucoup d'autres êtres vivants, potentiellement. Mais la planète ne va pas disparaître. Hein, donc l'enjeu, il est réellement par rapport à notre situation à nous et notre écosystème, notre relation aux autres êtres. Et donc, de dire tout simplement que de toute façon la catastrophe, elle est là, on n'a plus qu'une solution, c'est d'aller élever des chèvres et puis planter des légumes et changer totalement de vie d'un point de vue égoïste de notre coin, sans penser à la vision d'une société qui pourrait être transformée et à la pluralité des possibles, me semble être bloquant. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un blocage par, on va dire, parce que tout serait écrit via les technologies, et de l'autre, il y a un blocage parce que l'effondrement est inévitable et il va se passer de telle ou telle façon. Hein, c'est le climat, c'est le réchauffement climatique, et de toute façon, la marge qu'on pourrait avoir pour penser le futur, eh bien, elle va devenir finalement quelque part proche de zéro. Tout ça étant basé d'un côté ou de l'autre sur des arguments qui se présentent comme rationnels, alors même que ce qui est en contexte sous-jacent, c'est au contraire un imaginaire débordant, en fait, dans les deux cas. L'imaginaire de l'apocalypse, c'est quelque chose de quand même, voilà, d'ailleurs qui est très inspiré évidemment de religion par la force des choses, et l'imaginaire du surhomme, on n'en parle même pas, en fait. Donc il y a un non-dit en fait dans ces deux volets. Les deux nous bloquent chacun seul pour 2 raisons très différentes. Hein. Le premier par excès finalement, et le deuxième par défaut. Hein, par excès parce que puisque tout est technologique et il n'y a plus que ça, il n'y a plus de politique, il n'y a plus rien, on n'a plus rien à faire. Et le deuxième, parce qu'effectivement, comme de toute façon il y a un effondrement, il n'y a pas autre chose, on n'a plus qu'à aller trouver un endroit où vivre, soit en accord avec la nature quand même, soit dans un bunker pour disparaître. Et dans les deux cas, ce qui est assassiné, c'est le futur et la pluralité des futurs. Et donc ce que j'essaye de faire, c'est de remettre de la pluralité dans nos possibles plutôt que de l'éclore. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair.
Si, c'est clair. Oui, oui, merci. Merci pour cette réponse. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, parce que ce qui est intéressant aussi, de vous expliquer, donc vous montrer comment, effectivement, donc, les GAFA et les personnes qui travaillent là-bas sont nourries d'imaginaire. On peut se demander aussi un peu, finalement, il y a une sorte de, un peu un ouroboros, là, le serpent qui se mange la queue. On se demande si c'est l'œuf ou la poule qui a commencé, parce qu'il y a aussi, évidemment, on voit dans les fictions de science-fiction à quel point ces imaginaires aussi sont prégnants, et on ne sait pas si c'est finalement les imaginaires de science-fiction qui a influencé ou si c'est ce discours de monde qui influence les œuvres de science-fiction. Je prends l'exemple, par exemple, assez récent avec le succès du genre du post-apocalyptique, qui existe depuis longtemps, mais depuis quelques années, on voit bien qu'il y a un vrai succès sur ce genre-là. Et le point commun, on va dire à peu près à tous ces romans-là, c'est qu'ils actent l'effondrement du monde. Et ils n'interrogent pas cette question-là, et ils commencent juste après. Donc, comme si le futur était foutu. Et donc, il fallait déjà, c'était plus la question de sauver notre futur, mais tout de suite de savoir ce qui restera après. Et alors, en fonction des œuvres, vous prenez par exemple l'exemple, vous, de La Route, de Cormac McCarthy, ou de Interstellar de Nolan, mais on peut prendre plein d'autres exemples. Parce que, voilà, pour parler un peu de jeux vidéo, parce que vous n'en parlez pas spécialement, mais des œuvres comme Nier Automata récemment ou Horizon Zero Dawn, qui sont des œuvres voilà, qui actent l'effondrement humain et puis qui imaginent ce qu'il y a après. Soit encore des hommes revenus à l'âge de pierre, ça c'est la version 1, soit plus d'hommes, et alors l'imaginaire du tout technologique, par exemple, avec des androïdes, et la planète serait dominée. Et le reste de l'humanité, finalement, vivrait dans ces robots quasi humains ou même parfois totalement humains dans leurs émotions. On voit bien aussi, par exemple, dans le livre Un océan de rouille qui est sorti récemment chez Albin Michel, l'imaginaire. Donc, on voit bien que, j'aimerais avoir votre avis sur cette question-là. Qui nourrit qui et ça va sûrement dans les. Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que moi, d'ailleurs, sur les deux cas de figure, hein, sur les deux imaginaires. Moi, c'est vrai que je rebondis par rapport à un texte de Jean-Noël Ganassia qui a écrit sur le transhumanisme, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Et dans un de ses textes, en fait, justement, dans son livre sur le transhumanisme, qui date de 2017, il reprochait en quelque sorte aux transhumanistes, il reprochait à la manière de prendre en fait les imaginaires, le fait qu'au fond, finalement, on changeait l'ordre des choses. C'est-à-dire que traditionnellement, la science-fiction s'inspire de science pour imaginer, et il ne comprenait pas pourquoi certains scientifiques comme des technoscientifiques feraient l'inverse en fait et considéreraient comme la fiction comme première. Alors, je crois que le problème est pas celui-là, c'est que le problème c'est quand on confond le soi-disant fait qui est difficile à cerner et ce qui est de l'ordre de la fiction. La fiction, Baudrillard disait qu'on peut réinventer le réel comme fiction. En fait, on peut trouver des fictions qui soient justes. Donc, moi, j'ai une conviction qui est très différente en fait de la conviction objectiviste qui considère qu'il y a d'un côté la fiction et de l'autre les faits, et qu'au fond, finalement, l'enjeu serait de préserver les faits contre la fiction, en fait, hein, qui est une certaine vision qu'on peut avoir de tout ça. Non, moi, j'ai la conviction que les faits sont depuis très longtemps nourris, alimentés, engendrés par des fictions. Et que, de la même façon que les êtres de la Terre, quels qu'ils soient, les bactéries, les humains, tout est enchevêtré, comme le montre très bien Bruno Latour, l'humain est fiction, et la fiction est humaine. C'est-à-dire que le réel, la fiction fait partie du réel. Les histoires qu'on s'invente, elles sont en nous, elles influent sur le réel, et le réel influe sur ces fictions. En fait. Donc c'est quelque chose qui n'est pas dissociable, qui est totalement intriqué. Hein, donc c'est inextricable. Donc moi j'ai vraiment le sentiment très fort que la séparation entre ce qui serait de l'ordre des faits et de la fiction est aujourd'hui absurde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher s'approcher d'une vérité, même si elle est subjective. Et je pense au contraire que ça c'est Bernard Stiegler, le philosophe, qui expliquait très très bien que la démocratie n'existe pas, la justice n'existe pas. C'est pas pour ça qu'il faut pas, la vérité n'existe pas, qu'il faut pas tenter de s'en approcher. En fait, elle consiste. En fait, et le jeu, c'est le chemin pour s'en approcher. Et justement, la fiction est bien souvent un chemin extraordinaire. La fiction qui se donne comme fiction oriente, fait voir les choses différemment. Elle crée des images absolues, comme les furtives de Damasio, qui nous permet de voir la logique de contrôle de la surveillance globale, en fait. Donc, un élément imaginaire mis dans notre société, dans le réel, va en fait nous faire voir différemment notre réel, parce que tout simplement notre réel est imbibé de fiction. Hein. Donc vraiment là j'ai ce sentiment que les deux
qu'on peut essayer de travailler à ce qui semblerait juste ou pas juste, à ce qui se rapprochait de quelque chose de démontrable ou de pas démontrable, mais croire qu'il y a une séparation totale entre fiction et fait est, à mon avis, totalement absurde. Merci. Et alors, pour revenir alors à cet imaginaire donc, technologique, hein, parce que c'est vraiment là-dessus que vous travaillez essentiellement alors, dans votre essai. Et comme vous assumez votre position technocritique, on voulait quand même vous poser une question sur ça. Donc, cette position technocritique ne fait pas de vous un technophobe, hein, et donc vous passez en revue dans votre essai les grands mythes de cette démesure technologique. Vous citez la quête de la vie sur d'autres planètes, la colonisation de l'espace, l'intelligence artificielle. Donc non pas pour les rejeter en masse, mais pour montrer comment ces idées sont avant tout utilisées, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, comme des slogans commerciaux irréalistes, voire des leurres ou des modes de manipulation des publics. Donc, vous pointez une sorte de biais cognitif presque systématique dans le traitement de ces idées, un biais qui relèverait finalement d'une question peut-être d'échelle de temps. Donc, on aurait bien voulu vous entendre parler en prenant exemple, par exemple, du chapitre 2 de votre essai où vous parlez de l'intelligence artificielle. Hein, ne faudrait-il pas, finalement, pour sortir de ça, développer un imaginaire du long cours, un imaginaire du temps long, plus que d'écarter ces idées? C'est une bonne remarque, c'est-à-dire que il est clair que lorsqu'on entend, on a entendu à un moment donné, bon, le regretté Stephen Hawking, mais Bill Gates, Elon Musk expliquaient en fait que l'immense danger de l'intelligence artificielle, c'était en gros Terminator. Hein. C'est Schwarzenegger. Schwarzenegger qui était, au fond, comme chacun sait, le cœur des applications d'intelligence artificielle et qui donc allait bientôt nous dévorer tous. Bon, il y a quelque chose de l'ordre du leurre, c'est-à-dire de la marionnette qu'on agite pour mieux faire en sorte de ne pas parler de cette intelligence artificielle beaucoup moins fascinante, funky, sexy, qui est partout, qui oriente tous nos actes. Par exemple, lorsqu'on appelle un centre, lorsqu'on veut faire une commande X ou Y, lorsqu'on regarde des séries télévision sur tel ou tel site comme Netflix. Donc voilà. Donc il y a déjà la fiction, et là-dessus, le bouquin d'Alain Damasio, Les Furtifs, mais d'autres livres, beaucoup d'autres livres contemporains, en fait, ont un rôle énorme par rapport à ça, qui est au fond finalement de dénuder, de masquer les leurs tels que celui-là. Mais d'affirmer moi j'ai eu beaucoup de discussions avec Catherine Malabou, des philosophes, des gens de l'intelligence artificielle. Je crois que, et là vous avez entièrement raison, c'est une chose est de dire aujourd'hui, l'intelligence artificielle est essentiellement utilisée à des fins de manipulation et de contrôle. Et c'est une logique politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si ça se targue d'économie, hein, la façon dont ces technologies sont pensées, par exemple, à l'Institut de la Singularité, donc une sorte de grand lieu quelque part, donc la Silicon Valley, qui vénère en quelque sorte la singularité, en fait, hein, donc, qui est très proche donc, des acteurs de la Silicon Valley. La façon dont cette université de la singularité met en scène donc tout ça, c'est comme si la politique n'existe pas. Mais moi, ce que j'affirme, c'est qu'au contraire, c'est un choix politique. Une chose, donc, est de faire ce travail-là, et qui est absolument essentiel. Une autre est de dire, il n'y aura pas d'intelligence alien. Une autre est de dire, il n'y a pas nulle intelligence potentielle ou nulle vie, où que ce soit, sur d'autres planètes. Je crois que, et il y a des penseurs qui travaillent là-dessus, en fait, hein, des chercheurs aussi. Il y a le chiffre oméga, qui est un chiffre, une sorte d'inconnu complet, en fait. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas parfois, y compris dans l'informatique. Croire que l'intelligence des machines sera l'intelligence telle que, d'abord, quand on parle d'intelligence artificielle, le mot anglais intelligence est très logico-déductive. Hein. Donc le mot intelligence n'a pas le même sens en français, par exemple, et en anglais. Et quand on parle de artificial intelligence, on parle d'une intelligence qui n'est pas la même que celle dont nous on parle lorsqu'on parle d'intelligence sensible, par exemple. Mais au-delà de ça, croire que si jamais demain il y a des machines qui se rapprochent d'une autonomie, un peu comme le film Her de Spike Jonze avec Phoenix, River Phoenix, croire que même si c'est impossible à court terme, j'en suis absolument certain, croire que dans des siècles et des millénaires, il n'y aura pas une forme d'intelligence, quelque chose qui naîtra de tout ça,
je crois que c'est faire injure à notre imagination et c'est faire injure aux capacités de l'humain. Je veux dire, il suffirait de se dire, tiens, il y a 5 siècles, quelqu'un qui, voilà, les fameux films qu'on connaît tous, les films de série B, de série Z, où on a des personnages du futur qui vont dans le passé ou du passé qui se retrouvent dans le futur. C'est évidemment inimaginable. Donc, croire qu'on pourrait mieux imaginer ce que sera l'intelligence guillemets artificielle dans un millénaire qu'un humain du millénaire d'il y a un millénaire qui viendrait chez nous et qui verrait les voitures, qui verrait l'ordinateur, me semble évidemment totalement absurde, même si on parle d'une accélération des technologies, en fait. Donc oui, je pense qu'il y a, et moi j'ai un mot pour ça, je dis que l'une des meilleures réponses, y compris fictionnelles, aux leurres de l'intelligence artificielle, ou par exemple aux leurres de la colonisation de l'espace. Moi, je préfère parler d'exploration de l'espace, quête de connaissances, et je pense qu'il faut condamner l'idée de conquête spatiale, de colonisation de l'espace, y compris de Mars. Eh bien, ce qui me semble, on va dire, important, c'est d'accepter l'idée de l'imprévisible. Voilà. D'accepter l'idée qu'on ne sait pas ce que sera le futur et que tous ces futurs sont ouverts et qu'effectivement, voilà, peut-être que des machines se raconteront des histoires entre elles et qu'il se passera quelque chose. Il y aura peut-être une logique par rapport à des biotechnologies ou autres, mais à un moment donné, n'oublions pas, retrouvons le goût du temps. Tous ces gens, que ce soit à mon sens des Yves Cochet ou des Elon Musk, pour prendre là encore les deux pendants, je pense, moi c'est ma conviction, mais après peut-être que je me trompe, qu'il y a une sorte de peur chez eux de ne pas vivre ce qu'ils annoncent. En fait, ils ont du mal à accepter de semer des graines qui ne pousseront que dans 2 siècles, 3 siècles, 5 siècles, un millénaire. Alors que, je veux dire, moi je trouve merveilleuse l'idée de dire qu'il y a des graines que je sème aujourd'hui, potentiellement, qui vont faire de drôles d'enfants, artificiels ou non, dans des millénaires. En fait, pourquoi est-ce que forcément il faut que la colonisation de Mars soit de mon vivant? Pourquoi est-ce que forcément il faut que l'effondrement total tel que je le vis soit de mon vivant? En fait, je crois qu'il faut retrouver le goût du temps. Et le paradoxe, en fait, c'est que la science-fiction, lorsqu'elle est réussie, lorsqu'elle a cette dimension politique, a au fond la même qualité, apporte le même type de plaisir qu'un certain type d'histoire un peu globale, mais s'attachant aussi au quotidien des gens, c'est-à-dire à la fois le large, mais en même temps capable de s'intéresser pas simplement aux super-héros. Et je crois au fond que ce que réalise une certaine forme d'histoire par rapport à une certaine forme de fiction tournée vers le futur est du même ordre. C'est-à-dire que ça nous remet de la complexité, ça nous redonne le goût du temps, le goût des possibles. Et ça, c'est à mon sens quelque chose de primordial. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci beaucoup. Voilà, à mon avis, c'est une question sur laquelle on aura l'occasion de revenir, à cette question du temps, cette nécessité du doute, de l'incertain, etc., qui est quelque chose qui traverse vraiment tout votre ouvrage, en fait. Et alors, si vous permettez, je vais revenir à cette question des imaginaires dominants, qui sont vraiment très bien représentés dans la science-fiction. Et alors, dans ce combat des imaginaires, alors que la majorité de l'audience de la science-fiction est captée par quelques grands conglomérats des industries culturelles, est-ce que vous voyez une place dans leur production pour des imaginaires alternatifs? Alors, pour le dire d'un mot, est-ce que tout Hollywood est à jeter? Non. Je pense que tout Hollywood n'est pas à jeter. Je peux expliquer pourquoi. Alors qu'il fasse se méfier d'Hollywood, c'est une évidence. Hein, voilà. Bon. Maintenant, je veux dire, si vous aimez les séries, par exemple, ou les jeux vidéo, moi je connais moins bien les jeux vidéo, mais j'ai apprécié les jeux vidéo comme Shadow of Colossus ou comme Flowers à un moment donné, en fait. Donc, Portal, on voit que le condamner un média ou même un studio, parce qu'il est ce qu'il est, il a fait ce qu'il a fait auparavant, me semble une erreur, en fait. Il faut juger sur pièce. Bon. Une fiction qui marche, c'est une fiction qui suscite de l'interprétation, qui raconte des histoires aux gens. C'est pas comme la pub. Il faut qu'il y ait un amont et un aval, en fait. Pourquoi est-ce que Game of Thrones a marché? Il y a un côté jupitérien dans Game of Thrones, mais il y a aussi la reine des dragons qui a été esclave.
Bon, et il y a une multitude de personnages. Et on pourrait prendre d'autres exemples, comme Star Trek Discovery, par exemple, qui est un autre exemple assez intéressant. Ou Star Trek Picard, qui est le Capitaine Picard, c'est quand même le premier héros Kakoshim. En fait, moi, je trouve ça formidable d'avoir un héros Kakoshim. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait d'Apocalypse, il y a un auteur que je chéris évidemment, qui est Philippe Cadic, qui, lorsqu'il met en scène l'apocalypse nucléaire, met en scène aussi l'après. Et l'après qui n'est pas forcément apocalyptique, parce que potentiellement, on est dans la zone de Stalker, on est dans la zone où tout change. En fait, hein. La crise, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une renaissance, d'un changement, on va dire. Donc, pour répondre, pour revenir par rapport à Hollywood, ou aux grands studios, ou à Netflix, ou à ces gens-là, il y a derrière des scénaristes. Les scénaristes, ils se rendent bien que le fossé entre les guillemets dirigeants, les puissances dirigeantes et beaucoup des gens qui vont regarder les séries est de plus en plus grand. Eux, ce à quoi ils s'intéressent, c'est au fait que les séries puissent fonctionner. Donc, créer des personnages dans lesquels les gens vont pouvoir se retrouver. Il y aura toujours des personnages rebelles, il y aura toujours du dit et du non-dit. Et lorsqu'on connaît en fait les scénaristes travaillant pour les studios, on sait que ils ont des contraintes plus ou moins fortes, mais ils essayent de jouer avec elles, comme Bach essayait de jouer avec la contrainte de l'Église, qui lui commandait des grandes pièces pour essayer de glisser des choses ayant plus de qualité. Alors donc, il faut se méfier des studios. Il faut surtout se méfier de cette idée du divertissement, en fait, hein, qui serait loin du réel, en fait. Oui, bien évidemment. Mais je crois que l'évolution des publics, la sensibilité aux questions écologiques, la sensibilité aux inégalités sociales, en fait, font que ce miroir potentiel que sont les séries, par exemple, ou que sont certains films, peut permettre à certains messages un peu plus subversifs, un peu différents, de rentrer dans le jeu. Est-ce que ça va potentiellement changer, orienter différemment les choses? Peut-être pas. C'est pour ça qu'il faut aussi des littérateurs, des littératures venant d'Afrique, Nnedi Okorafor, relire Octavia Butler, des femmes. Voilà, il y a de plus en plus aujourd'hui d'auteurs féminins assez extraordinaires, Becky Chambers, qui changent la vision même des fictions et de la science-fiction. Donc, voilà, il y a un jeu dans l'ensemble des œuvres de fiction, et je pense qu'il serait caricatural. Il y a évidemment certaines séries ou certains films qui sont indéfendables selon mon point de vue, comme Independence Day. Hein, donc voilà, donc on la lutte contre les méchants extraterrestres qui vont être sauvés par les grands patriotes états-uniens. Voilà. Mais lorsqu'il y a Independence Day, de l'autre côté, il y a District 9 de Neil Blomkamp, où il y a un ghetto d'extraterrestres qui ont des crevettes, qui sont en fait l'équivalent des Noirs américains dans leur ghetto, ou des Noirs africains, plutôt d'ailleurs en Afrique du Sud. Et il y a une sorte de métaphore, de miroir par rapport à la situation donc, qu'a connu l'Afrique du Sud, et ces crevettes extraterrestres, avec un blanc qui va, parce qu'il y a un secret à trouver, qui va se retrouver comme en empathie avec ces crevettes extraterrestres. Et ce film, il est à l'antithèse d'Independence Day. Et Neil Blomkamp a eu un succès avec ce film-là, et d'ailleurs, Hollywood a été le chercher. Bon, il a fait des films moins bons après, ok. Bon. Mais il y avait quand même de lui encore dans les films qu'il a pu faire après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, on est dans une situation, finalement, l'imaginaire, moi j'ai tendance parfois à dire, je m'amuse un peu de ça, Stigler parle de la technologie, Bernard Stiegler, le philosophe, comme étant un pharmacon, c'est-à-dire à la fois un poison et un antidote. Les imaginaires, les créations de fiction sont également un pharmacon. Elles nous orientent dans beaucoup de sens. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité des créateurs et des scénaristes, tout simplement parce qu'ils en ont besoin pour que leur miroir fonctionne auprès d'un public qui est lui-même très complexe et qui lui-même est dans des logiques critiques par rapport au pouvoir. Et on a marre de certains types de pouvoir, d'infantilisation. Suivez mon regard. Voilà. Et donc, et comme ces scénaristes, ils s'imbibent de ces publics et de ce qu'ils attendent, eh bien, potentiellement, ils peuvent glisser de manière dite ou non dite, affichée ou moins affichée, des idées qui sont peut-être plus intéressantes, plus émancipatrices qu'on imagine, même si évidemment ce sera jamais, même si là, si on prend une logique un peu marxiste, même si bien évidemment que le fait que ça vienne d'un studio comme Disney par exemple n'est pas neutre et va avec un champ de contraintes par rapport au message potentiellement passable, qui effectivement, même si ça évolue, qui est évidemment pas le même qu'un petit studio d'Afrique du Sud comme celui de District 9 de Neil Blomkamp. Voilà, hein. Donc, de la même façon, dans le monde des jeux vidéo, il y a des très grands studios qui sont des grandes puissances, et puis
petit studio. Voilà, Flowers n'a pas été fait par le plus grand des studios de jeux vidéo, en fait. Donc voilà. Donc, donc, je pense que ça vaut la peine d'investir, même si effectivement la méfiance est de mise par rapport à Hollywood et par rapport aux grands studios. Et cette investigation, du coup, dans ces industries culturelles qui sont quand même largement dominées par l'imaginaire anglo-saxon, est-ce que ce travail d'ouverture ne passerait pas aussi, et là je m'adresse peut-être aux spécialistes et aux grands lecteurs, aux grands consommateurs de science-fiction que vous êtes, ce travail d'ouverture de l'imaginaire ne passerait pas par une ouverture sur les productions de pays moins dominants culturellement? Est-ce que vous explorez aussi ces imaginaires-là? Est-ce que vous Oui, pouvez oui, alors, nous dire non, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que il se trouve que moi j'ai participé à la création, là j'ai plus le temps de m'en occuper beaucoup, mais du réseau Université de la Pluralité, donc qui a été créé par Daniel Kaplan. C'est un réseau on a fait une première événement juste avant le Covid où il y avait des gens du monde entier qui réfléchissaient à des univers, des imaginaires alternatifs. Il y avait des gens du Botswana, il y avait des gens de Corée, d'Asie, du monde entier, et notamment effectivement des pays, on va dire, dits donc à l'époque, on traitait en voie de développement, je ne sais quoi. Donc, dans tout cas, de pays qui ont des cultures, on va dire, un peu alternatives par rapport à la culture anglo-saxonne. La science-fiction française est très, très puissante, très forte, très imaginative. Il y a en Europe aussi, Stalker, le film de Tarkovsky, il y a des frères Strugarsky, qui sont des Russes qui ont des gens assez extraordinaires. Il y a Stanislas Lem dans les pays de l'Est. Voilà, donc il y a, je crois, un potentiel, on va dire, en Afrique, par exemple, en Asie, en Inde, extraordinaire. Le vrai problème, effectivement, c'est que c'est des œuvres qui nous arrivent au compte-gouttes. Voilà, hein. Et que les œuvres qui nous arrivent, par exemple, en matière de cinéma, ne sont pas forcément les plus riches, les plus subversives, les plus... voilà. Donc, on a aujourd'hui un vrai problème qui est que la machine à traduire, la machine à transmettre, on va dire, les œuvres, même si elle évolue très lentement, et qu'elle évolue plutôt en favorisant, on va dire, le monde anglo-saxon que le monde africain, le monde asiatique, le monde océanien, même si on voit qu'il y a des prémices d'évolution et de changement, mais là, il y a une action à mener, très clairement. Mais quand on lit la science-fiction de Nnedi Okorafor, qui est une autrice afro-américaine qui a passé beaucoup de temps au Nigeria, dont elle est originaire, et elle s'est vraiment imprégnée de tout ça, c'est assez extraordinaire et ça amène une autre vision quelque part où la technologie se change en magie, où les êtres se retrouvent dans des oiseaux et ça change forcément la vision du monde et dans une logique écologiste, c'est tout aussi important que la logique apocalyptique. D'ailleurs, c'est très marqué par des logiques apocalyptiques. Donc oui, je pense qu'il y a un immense travail de ce côté-là. C'est ce qu'on a commencé à engager grâce à Daniel Kaplan et à beaucoup d'autres. Katie Stewart, qui est une autrice de science-fiction, et qui est présidente du réseau Université de la Pluralité, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire aussi. Il y a un travail à mener aujourd'hui pour nous ouvrir l'esprit, nous laisser surprendre par d'autres imaginaires venant d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel, sur lequel on a quand même beaucoup, beaucoup de retard. C'est ça. Il y a un travail qui devrait commencer par, du coup, un travail d'éditeur pour donner accès à cette littérature-là, parce qu'effectivement, même chez les éditeurs hyper spécialisés, ils n'abordent pas beaucoup ces questions-là. On peut peut-être citer quand même la collection Exofiction chez Actes Sud, qui s'ouvre un peu, qui propose un peu un panel un peu différent. Mais même chez les éditeurs spécialisés en science-fiction, ça reste très anglo-saxon. Oui, ça fait. Mon éditeur, en fait, ActuSF, par exemple, a sorti Nnedi Okorafor, a fait découvrir cette autrice afro-américaine d'inspiration nigériane, en fait. Donc, moi, je sais que j'ai la chance, en tout cas, avec mon éditeur, d'avoir quelqu'un qui a conscience de ce problème-là et qui, dans la mesure de ses moyens, essaye d'y répondre. Mais bien évidemment qu'un acteur comme Lavolt ou ActuSF, qui sont très ouverts sur des littératures européennes et venant d'ailleurs, en fait, dans les deux cas, n'ont pas forcément les moyens aussi d'une grande maison d'édition pour aller chercher d'autres œuvres. Puis aussi, voilà, après, il y a je veux dire, c'est plus facile de traduire une œuvre en anglais qu'une œuvre en swahili, en fait. Voilà. Donc, bon, il y a d'autres formes, peut-être d'autres formats. Voilà. Non, c'est un chantier. C'est un chantier de recherche qui est essentiel. Et c'est l'un des chantiers de l'Université de la Pluralité, du réseau Université de la Pluralité. Voilà. Super, merci. Alors, à propos justement de ces imaginaires alternatifs, c'est une question que vous creusez encore davantage dans votre 5e chapitre. Et c'est justement l'occasion pour vous de lancer la réflexion sur l'opposition, en tout cas l'opposition apparente, entre utopie et dystopie. Alors, c'est pour vous le lieu d'une nouvelle impasse, puisque, comme vous le dites, même dans le quotidien, on baigne tout le temps entre utopie et dystopie. On est tout le temps plongé
dans l'utopie et dans la dystopie. Est-ce que vous pouvez un peu prolonger Oui, tout à fait. Ça, c'est un point qui est assez essentiel. Il faudrait tenir les deux bouts de la chaîne, en fait, dans une imaginaire alternatif. Oui, alors effectivement, c'est un point qui est pour moi assez important. L'une des raisons pour lesquelles je pense que les choses sont en train de changer par rapport au rapport à la science-fiction, il n'y a pas que le succès de l'Anomalie d'Hervé Le Tellier qui ne s'assume pas de science-fiction. Hein. L'une des raisons, c'est qu'en fait, on entend de plus en plus souvent des gens qui ont le sentiment de vivre une sorte de dystopie avec le rapport au pouvoir, dans le réel qu'ils vivent. Je ne parle pas uniquement de la pandémie de Covid-19, mais ça en fait partie, bien évidemment. Et je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais le nombre de gens qui se disent on a besoin d'utopie, hein, et ils parlent bien souvent de futur désirable, en fait. Hein, c'est l'un des mots qui arrive le plus souvent. On parle de futur désirable. Bon. Mais dans ce vœu tel qu'il est exprimé, il s'exprime contre, en fait, le sentiment d'un réel qui serait bloqué, en fait, aujourd'hui, et d'une incapacité à transformer le réel, à transformer les pouvoirs, à agir, en fait, sur des choses qui nous semblent insupportables. Bon, moi, je crois que le piège de la chose, de dire des futurs désirables, de parler d'utopie, c'est qu'ils confondent l'utopie et l'idylle, en fait. Hein. L'utopie n'est pas un monde idyllique. C'est ce que dit très bien un penseur comme Frédéric Jameson. Il dit, voilà, l'idylle, c'est là, pour le coup, on est vraiment dans une mauvaise fiction. Hein, c'est-à-dire l'idylle, l'utopie telle qu'on l'entend là, c'est une mauvaise fiction où d'ailleurs il ne se passe rien, où il n'y a pas d'humain forcément. Hein. Le monde idyllique par excellence, c'est le monde de l'homo economicus. Hein, c'est le monde de la rationalité assumée. Voilà, l'un des multiples mondes idylliques. C'est pas que les contes de fées de Disney, en fait. Bon, l'utopie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le réel, l'Utopia de Thomas More. C'est un monde sans argent, sans propriété, donc qui fait le constat d'un mode de fonctionnement qui serait à changer, à transformer. Alors, dans Utopie, il y a quand même le côté ailleurs, donc un hors-lieu. Mais quand on parle de Utopia, on parle Utopia plutôt que Utopie. Hein, on essaye de trouver, et Utopia surtout, Utopia, c'est une collection de la Volte. On remet un lieu. Je dis, c'est une utopie à expérimenter dans un lieu. Et je pense que la chose vraiment intéressante, c'est l'utopia. C'est-à-dire que dès lors qu'on expérimente l'utopie, c'est-à-dire d'autres manières de faire et de penser le monde, dans un lieu, soit séparé ou pas, ou dans plusieurs lieux, plusieurs espaces, on voit bien que, en confronté au réel, ça foire de partout. Les gens ne sont pas d'accord. Donc, il y a de la dystopie qui se crée. La dystopie est l'ombre de l'utopie. Croire qu'on serait tout utopique ou tout dystopique, donc idyllique ou cauchemardesque, hein, même dans 1984 de Orwell, avec le personnage central, certes, ça finit très mal, comme chacun sait, mais il y a des résistants. Il y a des poches de gens qui cherchent, en quelque sorte, à sortir de la langue de bois, de la novlangue, en fait, hein, donc de 1984. Et même si ça finit très mal, même s'il y a des logiques de trahison, même là, qui est la dystopie des dystopies, il y a des poches d'espoir. Et ce que je reproche, par exemple, à la route de McCarthy, c'est qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de nature ni rien. Et donc, il n'y a plus d'altérité, quelque part. Une pure dystopie qui ne présente pas une altérité positive n'a aucun sens, en fait. Et une pure utopie n'est au fond qu'une dystopie, c'est-à-dire une idylle qui cache mal son nom de cauchemar potentiel. Parce que l'humain, il est différent, les humains sont en désaccord les uns avec les autres, et donc la bonne science-fiction, les bonnes fictions, celles qui, à mon sens, ne font pas de déni de complexité, ne font jamais dans l'idylle. En fait, et si elles essayent de plus en plus de tisser des univers utopiques, c'est par exemple en se disant la notion de travail est débile, en fait, ou la notion d'emploi est débile, la croissance est complètement ridicule, donc on va changer autre chose. C'est ce que fait le recueil des nouvelles au bal des actifs. Demain le travail, en fait, donc de la Volte. Ils font demain la santé. Donc on met à bas des choses qui nous semblent pouvoir être mises en cause, et qui, alors même que quand on écoute la radio, on a le sentiment qu'on ne peut pas les critiquer, et que forcément, la société, c'est une société de croissance, et c'est une société avec des emplois, en fait. Et donc là, quelque part, les mondes alternatifs de la science-fiction nous permettent de changer ça, de transformer ça. Là, on n'est ni dans l'utopie, ni dans la dystopie. On est dans la prototopie, c'est-à-dire des mondes alternatifs qui, parce que l'humain rentre dedans, ont à la fois des moments d'espoir, des choses extraordinaires, des transformations qui nous font plaisir, mais aussi des effets pervers, des choses qui clochent. Et il faut être vigilant par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut en avoir conscience. Non, il n'y a rien de mieux que les dystopies qui glissent de l'utopie ou les utopies qui, au fond, sont imbibées de dystopie. Dans la grande utopie technologique de
d'un très lointain futur de Ian M. Banks qui s'appelle La Culture, qui est une utopie très technologique avec des IA intelligentes, mais totalement libertaires. À un moment donné, lorsque les personnages, un des personnages parle du neural lace, qui est le lacet neural, en fait, qui est au cœur de Neuralink, une entreprise d'Elon Musk qui a pris l'idée dans Ian M. Banks, donc de cette connexion, de ce lacet neural qui va nous permettre de nous connecter en direct sans passer par le langage avec des machines, avec des vaisseaux intelligents et autres. Ben, l'un de ces vaisseaux intelligents, il dit au personnage, ça a dans l'histoire servi à des manipulations et à la torture. C'est-à-dire que dans l'utopie galactique libertaire de Ian M. Banks, le lacet neural n'est pas un objet idyllique, c'est un objet qui recèle en lui-même son potentiel de destruction, en fait. Et donc, opposer ce potentiel-là au rêve de Neuralink aujourd'hui d'Elon Musk, c'est salutaire, en fait. Et on voit bien que là, on ne casse pas l'utopie, parce que l'utopie de la culture de Ian M. Banks, elle est formidable, en fait. Elle est forcément inatteignable, parce que c'est l'IA partout, hyper intelligente, on n'y est pas encore, loin de là, bon, c'est un très lointain futur. Mais ce qui fait sens, c'est bien évidemment quelque chose qui, au fond, ne refuse pas la dystopie, mais refuse de se laisser gouverner par l'idéologie, et notamment l'idéologie dominante. Hein. Et que l'enjeu véritable, il est là. Il est de dire comment on crée des fictions qui ne font en gros autre chose que de la récitation, ne sont pas dans l'attendu, mais au contraire explorent l'imprévisible de l'humain, explorent l'incalculable, se laissent surprendre par elles-mêmes au fil de l'écriture. Voilà. Là, il y a un enjeu qui est assez extraordinaire, et cet enjeu, c'est un enjeu effectivement qui n'est pas idéologique, hein, qui ne respecte pas les codes de ce que j'appellerais l'économisme dominant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une fiction avec une notion d'emploi, mais peut-être qu'elle va être totalement révolutionnaire, elle va être totalement différente. En tout cas, on se laisse l'opportunité de remettre en question ce qui nous semble solide aujourd'hui par ce biais-là. Et c'est là où on fait acte de prototopie, c'est-à-dire de projection dans un monde alternatif qui a forcément ses revers. Et pour finir sur cet exemple-là, lorsque Norbert Merjanian, dans une de ses nouvelles, donc dans Demain, donc au bal des actifs, Demain de travail, met en scène un monde où le revenu universel garanti est devenu une réalité, il le met parce que lui, il y croit et il pense que c'est une solution intéressante, mais il montre que ce monde est gouverné par des logiques de réputation qui sont presque aussi délétères que les logiques d'emploi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une dimension utopique dans sa nouvelle, qui s'appelle, je crois, 2051 rêve ou quelque chose comme ça, mais il a l'intelligence, et là, c'est pour ça que c'est une bonne prototopie, il a l'intelligence d'y mettre de la dystopie, voilà, de nous faire prendre conscience aussi que s'il n'y a plus d'argent, que s'il n'y a plus de travail salarié, c'est un gain extraordinaire d'un côté, pour plein de gens, pour les artistes, pour le faire, donc c'est une libération, mais que cette libération peut parfois avoir un prix et des effets pervers, comme une sorte de tyrannie par les logiques de réputation et d'affichage de ces réputations. En fait, hein. Et c'est là où je crois qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à creuser. Et pour prendre un exemple finalement de ces liens voilà, indissociables entre utopie et dystopie, parce que c'est un grand classique, peut-être que l'exemple parfait, c'est Le meilleur des mondes de Huxley, qui montre bien comment ce monde présenté comme une utopie est en fait la parfaite des dystopies. Donc voilà, effectivement, vraiment, c'est une question de point focal sur les choses, la manière dont on aborde ces mondes, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, pour reprendre, parce que comme le temps passe vite, on va difficilement prendre les questions du public. Mais voilà, ici, pour rebondir, parce qu'il y a une personne qui pose la question, comme vous êtes philosophe aussi, je pose la question il pose la question de l'hétérotopie dans cette question entre utopie et dystopie. Je ne sais pas si vous maîtrisez un peu le concept ou pas du tout. Oui, c'est l'hétérotopie. Bon, je ne le maîtrise pas à merveille, mais l'hétérotopie, elle a l'avantage, en tout cas, de signer un lieu, en fait, hein, donc, et de nous projeter dans des lieux qui créent d'autres formes de vie et de mode d'être, etc. Donc, oui, je pense que ça fait partie, l'hétérotopie, potentiellement, est une forme d'utopie. Alors, c'était très présent dans l'art brut, en fait, hein. Il y a beaucoup d'hétérotopies qui sont créées dans l'art brut, dans l'architecture aussi.
Non, je crois que c'est une piste à creuser, bien évidemment. C'est pas la piste que j'ai creusée dans mon essai, hein, mais l'hétérotopie moi, je suis assez fasciné. Bon, j'ai en révision un livre autour de la question de l'utopie nécessaire. Je pense que c'est quelque chose qui est évidemment très et c'est vrai que là, je l'ai pas creusé, mais l'association à des lieux, à l'architecture, à l'urbanisme, c'est quelque chose qui est primordial, hein, sur lequel, effectivement, j'ai donné quelques tout petits exemples, mais qui n'est pas le cœur de mon livre, loin de là. Hein, mais on ne peut pas tout explorer en 600, dans un pavé rose et mauve. Même en 600 pages, on peut pas tout. Même en 600 pages, voilà. Il y a des limites. Voilà, peut-être, voilà, comme le temps, on est déjà à la fin de la rencontre, hein, pour conclure, c'est bien parce qu'on avait une dernière question, peut-être plus générale et un peu plus, voilà, sur votre parcours et sur votre travail, parce que ce travail est aussi représentatif peut-être d'une nouvelle approche, que je trouve assez intéressante, d'une manière de prendre au sérieux ce que vous faites, la science-fiction, hein, qui se développe un peu aujourd'hui dans le monde de l'édition, donc partir de travailler vraiment ces imaginaires-là. Et donc on aurait bien voulu avoir votre avis, simplement pouvoir vous interroger sur votre parcours et votre méthode de travail et cette manière dont vous avez articulé des références philosophiques voilà, très, très pointues. Notamment ici, on les a pointées parce qu'à l'Université de Liège, on les aime beaucoup, hein, Stengers ou Isabelle Stengers ou Donna Haraway, mais citons Latour, etc. Avec cette production populaire et parfois vraiment hyper populaire qu'est la science-fiction. D'où vient cette idée et pourquoi Non, en fait, c'est quelque chose que j'ai expliqué dans une interview que j'ai donnée là, tout récemment à La Spirale, en fait, qui est un blog. Moi, je suis né dans le monde des imaginaires. Hein, c'est-à-dire que par rapport à quelqu'un comme Frédéric Jameson, par exemple, ou Yannick Rumpala, en fait, qui a écrit Hors des décombres du monde, je suis né dans ce monde-là, en fait. Hein, il y avait des bouquins, voilà, des films, du fantastique, tout ça était dans mon univers, l'univers surréaliste, Yves Tanguy, Max Ernst, J.G. Ballard. En fait, c'est vraiment mon bain primordial, quelque part. Et j'ai toujours lu, j'ai toujours beaucoup lu, notamment de science-fiction, de fantastique et de philosophie. Bon. Et dans mon parcours, en fait, très vite, lorsque j'étais jeune journaliste actuel, j'ai traité des sujets comme les surréalistes, l'international situationniste, j'ai fait des reportages un peu partout. Mais j'ai notamment beaucoup discuté dès cette époque avec des gens comme Jean Baudrillard ou Paul Virilio. Et très vite, en fait, j'ai apprivoisé, en quelque sorte, le monde de la pensée, avec quelques penseurs plus ou moins proches, et comme notamment Bernard Stiegler, effectivement, avec lequel j'ai écrit un bouquin. Et depuis maintenant plusieurs années, je suis membre du collectif de rédaction de la revue Multitude, où il y a Yves Citon, Yann Moudy-Boutan, Sandra Logier. Et en fait, la manière de travailler, si vous voulez, moi, quand je lis des livres, en fait, surtout d'ailleurs depuis le moment où je me dis ce bouquin-là, j'ai vraiment envie de le faire, mais je l'ai toujours fait, j'annote en permanence. Et je mets les marges de mes bouquins sont une horreur absolument indicible, en fait. Hein. Je souligne des passages et tout. Et puis après, quand je les revois, je les relis ou j'en lis d'autres. Je mets parfois des post-it et ainsi de suite. Je travaille je traite depuis plusieurs années. Je traite en fait mes lectures à la fois pour le plaisir, mais aussi bien souvent comme un socle de travail. Bon, alors pour le bouquin, j'ai aussi depuis voilà maintenant 3-4 ans, j'ai revu les films avec arrêt sur image. Hein, où j'ai pris des citations, etc. Faire un bouquin comme dans les imaginaires du futur, en prenant au sérieux, finalement, même avec le sourire, l'apport des imaginaires, suppose tout un travail, en fait, tout simplement, un regard sur toutes les œuvres de l'imaginaire, que j'avais déjà auparavant, que j'ai expérimenté dans plusieurs articles que j'ai fait, donc notamment dans Multitude, en fait. Hein. J'ai fait un article sur les imaginaires de l'intelligence artificielle aussi pour un laboratoire dont je suis chercheur associé, qui est le COSTEC de l'Université de Compiègne. Donc, en fait, pour dire les choses plus simplement, je suis parti du monde imaginaire, j'ai apprivoisé par le monde de la pensée, je me suis rapproché du monde universitaire grâce à des gens comme Multitude, et j'ai essayé de joindre en quelque sorte les deux. Cette jonction, elle s'est concrétisée à la fois d'abord dans des notes, dans des soulignés, qui ont fait des trous parfois dans les bouquins, et dans des articles, dans des petits cahiers que j'avais dans lesquels je prenais des notes et ainsi de suite, pour essayer de joindre les deux quelque part, de lier la source intellectuelle, mes sources intellectuelles, avec mes sources imaginaires, faire ce lien entre mon bain primordial quelque part des imaginaires et le monde que j'avais envie d'apprivoiser, qui était le monde des idées. En fait, hein, voilà. Et c'est vrai que ça remonte à loin. C'est vraiment quelque chose qui est une démarche.
Simplement, ce que j'ai fait depuis maintenant 5-6 ans, c'est que je l'ai en quelque sorte radicalisé. Voilà. Que là, je me suis vraiment focalisé, et là, j'ai d'autres bouquins en perspective, et c'est devenu presque une méthode de travail, au fond, finalement, que de... Voilà, et exemple parmi d'autres, la semaine prochaine pour Multitude, et pour moi aussi, parce que j'ai des critiques à faire, j'ai des trucs à explorer, d'ailleurs c'est présent dans mon bouquin, je vais passer 2 heures avec Bruno Latour. Bon. Donc, mais simplement, je vais pas quand je vais préparer Bruno Latour, je vais pas simplement le préparer en lisant du Bruno Latour, ce que je vais faire, bien évidemment, mais j'en ai déjà lu beaucoup, mais je lis aussi du Donna Haraway, et puis je vais lire des bouquins de science-fiction, je vais me nourrir d'imaginaire aussi, pour apporter cette pierre en fait à l'édifice de construction. Parce qu'effectivement, il me semble que Bruno Latour, par rapport aux imaginaires de l'espace, il les rejette là où il y a une différence fondamentale, à mon sens, entre la colonisation de l'espace, entre la colonisation et la conquête, et l'idée qu'il pourrait y avoir potentiellement d'autres zones critiques. Cette logique de l'ailleurs, au fond, quelque part, qui n'est pas simplement l'ailleurs calculable, mais qui est aussi l'ailleurs incalculable. En fait, hein. Donc voilà, et donc c'est vraiment cette démarche-là, qui est de se dire, au fond, que maintenant j'essaie de radicaliser, qui est de continuer à me nourrir de pensées, et des pensées qui me semblent les plus pertinentes d'aujourd'hui, et celles d'Isabelle Stengers, celle d'Ilya Prigogine, en fait, hein, celle d'Yves Citon, de gens dont je suis très proche aujourd'hui, en fait, effectivement, sont des apports assez essentiels, mais que j'aime bien marier avec ce travail sur les imaginaires. Voilà, hein, qui d'ailleurs fait écho à pas mal de travaux d'Yves Citon, qui était un professeur de littérature à l'époque. Hein, donc, il vient du monde de la littérature. Et donc, il y a aujourd'hui, alors c'est aujourd'hui une population assez rare, mais qui est plus nombreuse qu'auparavant, c'est-à-dire des gens qui essayent de faire le lien, qui essayent de se dire qu'il y a dans le monde des fictions des idées, des pensées qui peuvent nourrir la réflexion et la transformation du monde. Hein, et ça, effectivement, ça suppose une méthode qui est de passer sans cesse de l'un à l'autre et d'essayer, j'espère y être arrivé dans le livre, en fait, de raconter des histoires et en même temps de les mettre en scène au travers d'idées, en fait. Et donc, c'est vrai que ça donne un regard. Je crois qu'il y a c'est un regard, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, je ne lis pas de la même façon le dernier, voilà, là je suis en train de lire le grand abandon de Cory Doctorow. Je pense que je ne lis pas de la même façon que tout le monde, parce que je le lis avec un crayon, et qu'à un moment donné, il va y avoir une citation, un moment qui, par rapport aux questions de propriété intellectuelle, par rapport aux questions de commun, vont me parler. Et comme les communs qui m'intéressent, je vais noter dans la marge commun, je vais souligner, et je le mettrai dans mon cahier. Alors, ça peut vous sembler un peu... Mais le plaisir ne disparaît pas, je vous rassure. Hein. Voilà. C'est aussi... Voilà, merci pour cette réponse. Et peut-être pour conclure, parce qu'on a déjà dépassé le temps, finalement. Enfin, vous n'allez pas m'en vouloir, parce que c'est une question que vous avez préparée, vous n'avez pas donnée, mais peut-être parce que ici, cette rencontre s'inscrit donc dans la semaine du printemps des sciences, qui est une semaine de valorisation des sciences. Donc le public n'est pas spécialement amateur éclairé de science-fiction. Peut-être citer quelques œuvres de fiction majeures que vous recommanderiez à nos auditeurs ici. Voilà, des incontournables, quelques-uns. Oui, je peux en citer 3-4 qui semblent importantes. Alors déjà, par rapport à les amateurs de sciences, alors c'est pas simple, mais il y a un livre, moi, que j'aime beaucoup, dans lequel il y a une île anarchiste qui a été conçue depuis la biotechnologie, qui est l'énigme de l'univers de Greg Egan, E-G-A-N, l'énigme de l'univers. Ça, c'est pas un roman facile, mais pour les amateurs de sciences, c'est un roman assez extraordinaire. C'est ça. Greg Egan, qui est une des grandes figures de ce qu'on appelle la hard SF, hein, c'est ça, une science-fiction très sérieuse par rapport aux données scientifiques, justement. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple que je trouve extraordinaire, qui est un de mes livres les plus marquants pour moi, c'est Les Dépossédés de Ursula K. Le Guin. En fait, un roman des années 70, où elle met en scène une lune qui a fait sécession par rapport à une planète capitaliste à l'ancienne, où l'ensemble de la société est construite selon les principes de l'anarchisme. En fait. Mais où ça déraille, c'est-à-dire que c'est une utopie réalisée, mais avec évidemment des tas de choses qui ne marchent plus, quoi, en termes de création, de créativité. Et là, on est vraiment au cœur même de ce que je racontais sur la logique de l'utopie et de la dystopie. Et c'est très bien raconté, c'est des personnages formidables, il y a une logique écologiste, il y a une logique, un rapport au travail. C'est vraiment un roman qui n'a pas pris une ride, il est sorti en 1974, et c'est un roman qui reste une référence absolue. En fait, hein. C'est vraiment une autrice qu'on redécouvre ces dernières années. Il y a énormément de publications, de républications de son œuvre, et c'est vrai que
Donc voilà, Les Dépossédés, donc c'est un livre de 1974. À la même époque, moi j'aime beaucoup John Brunner et je conseillerais par exemple Sous l'onde de choc, qui est un livre assez extraordinaire, mais Le troupeau aveugle aussi. Et voilà, c'est des livres qui n'ont pas pris une ride, parce que c'était des livres qui étaient dans une logique spéculative et qui étaient très politisés, et c'est des livres qui restent aujourd'hui très très passionnants. Évidemment, dans le contemporain, bon, voilà, j'ai cité beaucoup Alain Damasio, Les Furtifs, mais ça reste une très très bonne lecture, très enrichissante. De façon peut-être moins connue, chez Lavoie, il y a d'autres auteurs. J'ai cité Katie Stewart, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire. On pourrait citer aussi un petit bouquin là vraiment passionnant, de la collection Utopia, justement. Là encore, on est vraiment dans cette logique d'une utopie située, en fait, où l'utopie se crée dans la douleur. C'est Résolution de l'ICAM, qui est un petit livre passionnant qui date de 2019. Donc là, on est dans des livres assez récents, qui est un livre passionnant parce que tout simplement, il met en scène des gens qui ont décidé de faire sécession après une sorte d'effondrement et de foutre en l'air leur statut pour essayer de reconstruire quelque chose collectivement. Et c'est très compliqué, bien évidemment. Et il y a notamment un personnage ce qui est très rigolo, c'est qu'au début du bouquin, l'intelligence artificielle est décrite comme étant au cœur du drame et de l'effondrement, comme quelque chose d'absolument abominable et affreux. Et il y a une IA psychologue qui, au contraire, est très, très intéressante et très positive dans la construction de cette utopie. Donc, c'est vraiment un bouquin assez passionnant, hein, cette petite Résolution de l'ICAM, donc Résolution de l'ICAM 2019. Donc, voilà. Donc, ça, c'est voilà. Et après, moi, je rajouterais quand même un auteur qui n'est pas toujours facile non plus, mais qui est passionnant, qui est Kim Stanley Robinson, et notamment ses deux derniers livres, 2312. Parmi ses derniers livres, il y a 2312 et Aurora, qui est vraiment, alors là, le bouquin formidable, parce que c'est un bouquin à la fois très latourien. On retrouve toutes les idées par rapport à l'hypothèse Gaïa, et il y a un mouvement à la fin du bouquin qui s'appelle La Terre d'abord, mais on est justement dans cette logique de se dire, il y a potentiellement d'autres zones critiques, mais pas accessibles à l'humain, et qui potentiellement même nous rejetteraient par rapport à ça. Donc c'est un bouquin très 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 écologiste dans les temps d'aujourd'hui, et Kim Stanley Robinson est un auteur qui met sans cesse à jour sa connaissance scientifique, et avec une vision politique qui est assez passionnante. Et c'est vrai que ces livres sont tout à fait intéressants. Donc voilà, donc j'en ai donné quelques-uns. Après, j'ai cité tout à l'heure Nnedi Okorafor, Qui a peur de la mort. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une vision plus africaine, un peu différente, qui telle que celle-là. Et un dernier, pour décaler un peu le regard, toute la série à partir du Problème à trois corps de Liu Cixin, un auteur chinois, plus connu, il a fait une trilogie. Donc, le premier, c'est Le Problème à trois corps. Après, je crois que c'était La Forêt sombre et La mort immortelle, un truc comme ça. Hein, donc, les trois. Et là, là encore aussi, c'est vraiment assez extraordinaire. Et on nous rend dans une autre vision du monde. C'est ça qui est intéressant, en fait, chez Liu Cixin. C'est qu'on voit là, on a quelque chose dont les codes, en quelque sorte, sont différents. Et tous les livres que j'ai cités là sont des livres qui sont, pour la plupart d'entre eux, peut-être le Greg Egan est un peu plus compliqué, accessible. Voilà, très accessible. Je pourrais en citer d'autres, hein, mais oui, voilà. Il faut conclure un autre. Parfait. Merci beaucoup, Ariel Quirou. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci aux personnes qui ont écouté. Donc, de toute façon, cette rencontre va être disponible après en podcast et en rediffusion. Et pour les amateurs donc, de science, n'oubliez pas de suivre la page de science.be et de Réjuscience, puisque la semaine du printemps de science, c'est jusque ce dimanche, je pense. Amandine confirme, voilà. Donc, il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus d'ici la fin de semaine. Voilà. Merci à tous. Merci Ariel Quirou. Et à bientôt. Au revoir. Okay. Merci, au revoir.